Charles Darwin, tout le monde connaît ce nom, il est synonyme d'évolution. Mais ce qu'on sait moins, c'est que même lui, il a fait face à une énigme si grande qu'elle menaçait de faire s'effondrer toute sa théorie. Et l'histoire de comment cette énigme a été résolue, eh bien, c'est une véritable saga scientifique. Et voici la pièce maîtresse de notre histoire. Ça peut ressembler à un vieux livre un peu poussiéreux, mais ce bouquin de 1930, écrit par un statisticien du nom de R.A. Fisher, c'est bien plus que ça. C'est littéralement la pièce manquante du puzzle de Darwin. C'est le document qui a changé notre façon de voir la vie. Alors, voilà notre programme. On va commencer par regarder de plus près la faille au cœur de la théorie de Darwin. On va comprendre pourquoi la variation semblait condamnée à disparaître. Puis, on verra comment le travail d'un moine, puis d'un mathématicien, a complètement changé la donne, pour aboutir à une grande synthèse entre la biologie et les maths. Allez, c'est parti. Première étape, la faille cachée de Darwin. Cette fameuse énigme qui se nichait au centre même de sa théorie, pourtant révolutionnaire. Là, on voit Darwin lui-même en plein doute. Il avait compris quelque chose de fondamental, la variation, c'est-à-dire les petites différences entre les individus, c'était le carburant de la sélection naturelle. Le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à expliquer d'où venait cette variation et surtout comment elle pouvait bien perdurer. Et c'est ça le nœud du problème. La sélection naturelle, ça ne sert à rien si les traits qui donnent un avantage ne peuvent pas être transmis de manière fiable. Le souci, c'est que l'idée qu'on se faisait de l'hérédité au XIXe siècle était complètement fausse. Et cette erreur rendait l'évolution par sélection naturelle mathématiquement impossible. Rien que ça. Et ça nous amène directement à ce qu'on appelle le problème de la variation disparue. C'est le nom de ce concept qui a bien failli torpiller l'une des idées les plus importantes de toute l'histoire de la science. Bon, à l'époque, l'idée qui dominait, c'était l'hérédité par mélange. Pour faire simple, c'est comme mélanger de la peinture. Prenez du noir, du blanc, hop, ça donne du gris. Si on mélange ensuite ce gris avec encore du blanc, on obtient un gris encore plus clair. En gros, le trait original, noir, se dilue et finit par disparaître. Mais la solution, que personne n'avait vue, c'était complètement différent. L'hérédité particulière. Et là, l'analogie, ce n'est plus la peinture, mais des billes. Imaginez, on mélange des billes noires et blanches dans un bocal. Elles se côtoient, mais une bille noire reste une bille noire et une blanche reste une blanche. Elles conservent leur identité. Et voilà la conséquence terrible de cette théorie du mélange. Imaginez qu'un animal naisse avec un nouveau trait, super utile mais très rare. Eh bien, ce trait serait mélangé au reste de la population et disparaîtrait en quelques générations. La sélection naturelle n'aurait jamais le temps de faire son travail. Son carburant, la variation, s'évaporerait sans arrêt. Alors comment l'évolution est-elle possible ? Eh bien la réponse se trouvait dans le jardin d'un monastère, grâce à un moine dont le travail est resté dans un tiroir pendant 35 ans. La question reste donc entière, si les traits ne se mélangent pas, comment la variation fait-elle pour se maintenir et permettre à la sélection naturelle d'opérer ? Et là voilà, la réponse, l'hérédité particulière. C'est l'idée révolutionnaire de Gregor Mendel, qu'il a eue en étudiant méticuleusement des petits pois. Il a compris que les traits sont contrôlés par des unités distinctes, qu'on appelle aujourd'hui des gènes. Et ces gènes ne se mélangent pas. Ils sont transmis intacts, ce qui permet de préserver la variation pour les générations futures. Cette chronologie a quelque chose de fascinant, mais aussi de tragique. Mendel publie sa découverte en 1866. Darwin, lui, meurt en 1882, sans jamais avoir eu connaissance de la clé qui aurait pu valider toute sa théorie. Il a fallu attendre 1900 pour que le monde scientifique réalise enfin ce qu'il avait raté. Redécouvrir Mendel, c'était une chose. Mais il fallait quelqu'un pour vraiment relier les points, pour marier les univers de Darwin et de Mendel. Et c'est là que R.A. Fisher entre en scène. Regardez ça, la dédicace est très parlante. D'un côté, la page de titre du livre de Fisher. De l'autre, sa dédicace. Et pas à n'importe qui, au Major Leonard Darwin, le propre fils de Charles Darwin. Le message de Fisher était clair. Il était là pour terminer le travail du père. Et Fisher le dit lui-même noir sur blanc dans sa préface. Il explique que le caractère particulier de l'hérédité de Mendel, ce n'est pas juste un détail. Non, c'est le fondement sur lequel on peut enfin bâtir une théorie rationnelle, mathématiquement solide, de la sélection naturelle. Et avec cette nouvelle théorie unifiée, on pouvait enfin expliquer des choses d'une complexité folle. Prenez ce mimétisme incroyable, tiré du livre de Fisher. Comment une espèce peut-elle évoluer pour ressembler à une autre à ce point ? Avec l'hérédité par mélange, c'est quasi impossible à expliquer. Mais avec la génétique particulière et les maths de Fisher, on pouvait enfin modéliser et comprendre comment de telles adaptations pouvaient apparaître, petit à petit. Ce qui nous amène à une idée encore plus large. Cette histoire, ce n'est pas juste une histoire d'évolution. C'est aussi l'histoire de ce qui se passe quand deux domaines du savoir, à première vue très éloignés, finissent par se rencontrer.
L'argument de Fischer était vraiment révolutionnaire pour son temps. Il a affirmé que la biologie ne pouvait plus être une simple science d'observation. Pour vraiment la comprendre, il fallait y appliquer la rigueur des mathématiques et des statistiques. Il a transformé l'évolution. D'une idée historique, c'est devenu une science quantitative, capable de faire des prédictions. J'adore cette citation. Fischer ne dit pas que les matheux sont plus intelligents que les biologistes, ou l'inverse. Non, il dit que chaque discipline entraîne l'imagination d'une manière différente, bien spécifique. Et la vraie magie opère quand ces imaginations, entraînées différemment, se mettent à travailler ensemble pour voir le monde d'une façon complètement nouvelle. Alors si on résume, le grand édifice de Darwin avait une sacrée fissure dans ses fondations. Il manquait un bon mécanisme d'hérédité. L'idée de l'époque, l'hérédité par mélange, aurait tout simplement détruit la variation. La solution est venue du jardin de Mendel, avec son hérédité particulière. Et enfin, R.A. Fischer a utilisé les maths pour cimenter le tout, créant ainsi la synthèse moderne, qui est encore le socle de la biologie évolutive aujourd'hui. Ce qui nous laisse avec une dernière question. L'union de la biologie et des mathématiques a changé le monde. Mais aujourd'hui, quels seraient les deux domaines, a priori sans rapport, qui, si on les fusionnait, pourraient déclencher une révolution tout aussi profonde ?